pas une ethnie, c'est une mosaïque de peuples et de cultures. Simplement que ce n'est même pas un climat unique. On dit souvent, oh, le Grand Nord, il fait chaud et aride. Ce n'est pas vrai. Ceux qui ont écrit des conneries comme ça n'ont même jamais été sur le terrain pour voir ce qui se passe. Simplement, ce qui se passe, c'est que il y a eu une fausse histoire qui a été écrite, une fausse géographie qui a été écrite. Mais ce que l'on constate, c'est que ce Grand Nord-là a les problèmes aujourd'hui, c'est-à-dire que qui fait pratiquement, c'est que quand vous regardez ce septentrion-là, aujourd'hui au Cameroun, c'est 30% de la population du Cameroun. 30% de la population du Cameroun. 30% de la population du Cameroun. Alors, ce Grand Nord-là a des problèmes de chômage, des problèmes d'enclavement, des problèmes d'absence totale des infrastructures, des problèmes de combien d'industries vous avez dans le septentrion du Cameroun. Combien d'industries? Si on enlève les usines d'égrenage de coton de la Sodecoton, qui ne créent aucune valeur ajoutée, combien? En termes d'énergie, qu'est-ce qu'il y a dans le Grand Nord? En termes de chômage, qu'est-ce qu'il y a dans le Grand Nord? Les actes de naissance, le déploiement de l'administration, l'insécurité avec les coupeurs de route, l'enclavement, les routes. Je ne sais pas si les gens se sont déjà rendus dans des endroits comme Menganga, Tcholire, etc. Le Grand Nord, il est complètement enclavé. Ce n'est pas ce que c'était avant. Donc, la situation est très compliquée. Elle est très compliquée. C'est une situation qui est vraiment compliquée. Pour le Grand Nord, qui fait pas vraiment pas de grosses difficultés. L'insécurité, le chômage, l'absence d'opportunités économiques, l'absence d'infrastructures économiques, l'absence d'opportunités même pour ses enfants, etc., etc. La sous-représentativité au plan politique, la sous-représentativité dans l'appareil d'État, etc., etc. Bon. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les Grassfilands. Les Grassfilands, il ne faut pas se tromper. C'est que quand on ressort les cartes du Cameroun, surtout les cartes allemandes, c'est les Allemands qui avaient apporté le concept de Grassfilands. Les Grassfilands, ça représente également une mosaïque de peuples, comme on peut dire le Grand Ouest du Cameroun. Ça représente une mosaïque de peuples qui commence dans la Damawa. Ça, il faut le dire, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la région de la Damawa. Parce que dès qu'on dit les Grassfilands, alors tous les jours, les gens disent c'est l'Ouest Bamileke. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'Ouest Bamileke, ce n'est pas vrai, c'est faux. Ceux qui disent ça, ils n'ont pas lu l'histoire. Je n'ai même pas besoin de les citer. Ni les Onangini, ni les Elimiloben, ni tous ces Tintins-là qui défilent sur les plateaux. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont même jamais regardé une vraie carte. Ils ont plongé les nez dans les livres fabriqués par les éditions Hachette en France, écrits par des gens qui parfois qui n'avaient jamais mis les pieds en Afrique et qu'on a imposé dans les écoles et que les enfants ont récité, etc. Mais quand et d'ailleurs c'est pour ça que je dis toujours, quand moi quelqu'un vient me dire, je suis professeur camerounais, je lui demande toujours la question, tes travaux, tu les as déjà présentés où? Parce que ça ne peut jamais sortir du périmètre du Cameroun. Jamais. Et ils le savent. Et les Français même qui ont écrit ces travaux-là ne sont jamais sortis, n'ont même jamais exposé ça en France. Parce qu'on ne peut même jamais leur donner la parole pour qu'ils exposent ça. C'est faux. Parce que ça va faire perdre la crédibilité aux institutions académiques universitaires. J'ai été étudiant en France dans 2 grandes universités. J'ai vu comment ça se passait. Quand les gens venaient pour ce genre de truc, on leur disait non, on ne peut pas faire ça ici, allez faire ça ailleurs. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Le concept de Grassfield existe bien dans les cartes rédigées par les Allemands qui retracent la géographie humaine du Cameroun. Et quand vous voyez là, le périmètre des Grassfield, il commence dans la région de la Damawa. Ensuite, il va dans ce que vous appelez la région de l'Ouest, aujourd'hui là. Après, il va dans ce que vous appelez la région du Nord-Ouest. Après, il va dans ce que vous appelez la région du Sud-Ouest. Après, le Lébialem est bien dans le Sud-Ouest. Les populations du Lébialem, ce sont les cousins des Tchams. Après, il va dans ce qu'on appelle la région du littoral, le Nord Macombé, Sud Macombé, Wawawa, tout ça, hein, etc., etc. Les peuples Mbo, même comme par opportunisme, parce que certains veulent profiter du pouvoir. Et on dit non, nous on n'est pas de... Mais le jour où il ne sera pas là, ils ne vont plus dire ça. Si par exemple, celui qui arrive au pouvoir, c'est un type du Nord-Ouest, ils ne diront plus qu'on est Sawa. Ça, c'est ce discours-là, vous n'entendez plus ça. Donc c'est comme ça. La preuve,
À quel titre a Dioprenel Samuel Eboa pour être le secrétaire général de la présidence? Par exemple. On peut se poser la question. Je peux vous garantir que si vous lisez des gens comme Philippe Gaillard, vous serez surpris de voir certaines choses dans les livres. Voilà. Donc, vous avez les populations là, vous avez dans la plaine du Mbam, tous les peuples qui vont à Makenene, Bafia, etc., etc. Nos frères du Mbam, je peux les comprendre. C'est-à-dire que quand Paul Biya est venu, il a voulu faire une grande alliance politique. Il a pris les gens comme on était petits, on disait les bols à l'imagibérin, voilà, les bobos. On leur a donné des opportunités de faire des affaires et rapidement, ils ont couru dans leur village, dit à leurs frères et sœurs qu'ils étaient des peuples bantous, hein, je ne sais pas, bantous, bon. Mais quand on regarde là, le type du Mbami n'a rien de bantou, pas du tout. Hein, donc, quand vous regardez, les Mbamois, ce sont les cousins des Tika. Les Tika sont dans les Grassfields. Ils étaient même parmi les premiers à arriver dans les Grassfields. Vous avez la région de l'Est. L'Est, il faut savoir, l'Est du Cameroun, là, vous avez plusieurs enfants des Grassfields qui sont nomades, sédentarisés dans l'Est depuis des siècles. Plus d'une dizaine de siècles. Non. Parce que quand on parle souvent du Cameroun, on dit centre-sud-est. Mais qui vous a dit ça? Quand on regarde certaines études disponibles par des Camerounais vivant au Canada qui ont fait des études avec l'appui du gouvernement canadien financé, qui ont ressorti les chiffres et qui les ont analysés proprement, vous apercevez que quand on ajoute les personnes originaires des Grassfields et les personnes originaires du Nord, ils forment plus de 60% de la population de la région de l'Est. Ah oui. Je peux comprendre que les statisticiens de l'Institut national de la statistique au Cameroun, ils ne peuvent pas parler de ça. Ils vont perdre leur travail. Mais il y a une réalité. C'est que vous avez des peuples qui s'étendent sur plusieurs régions. Les deux seules régions où vous ne les retrouvez pas, ou la seule région où vous ne les retrouvez pas, c'est le sud. Encore que c'est discutable. Il y a des choses comme c'est le sud, en fin de compte. Les peuples du septentrion, je dis bien, vous les retrouvez dans la région de l'Est, de l'extrême nord, vous les retrouvez dans la région du nord, vous les retrouvez dans la région d'Adamawa, vous les retrouvez dans la région de l'Est, et vous les retrouvez dans la région du nord-ouest. Des populations Hausa Fulani, qui vivent depuis plus de siècles, plus d'un siècle, dans la région du nord-ouest. Si je mens, les gens comme les Baba Amadou dans l'Opolo, ils sont là-bas dans leur village, ils y sont depuis des années, des siècles. Si je mens, je dirais même jusqu'à l'ouest. Parce que si je mange chez nous, à l'ouest du Cameroun, par exemple, vous retrouvez des populations Fulani qui sont installées depuis plus de 4 siècles, 5 siècles. Hilary Kadidja, par exemple, quand elle dit nous les Bamileke, mais elle ne raconte pas des histoires. Puisque son ADN est là-bas. Si elle retrace son histoire généalogique, depuis plus de 6 siècles, ils sont là-bas. On ne pouvait pas lui dire que parce qu'elle a mis Kadidja devant son nom. Non, elle est Bamileke. Par exemple. Les Danlopoulo, dans le nord-ouest, sont, voilà. Donc, l'histoire du Cameroun est plus complexe que ce que le colon a écrit de manière tirée par les cheveux et tout, et tout, et tout, et nous a imposé dans des faux programmes scolaires que nous avons étudiés. Ce qui me plaît, c'est que quand vous arrivez dans un pays, en Amérique du Nord, dans les universités américaines, canadiennes aussi, ça commence à arriver, ces pays ont fait l'effort de faire venir des gars qui étaient des chercheurs qu'on avait mis sous le boisseau, c'est-à-dire que quelqu'un a fait une thèse de doctorat, on lui a dit non, on ne peut pas te recruter à l'université. Il allait se débrouiller comme professeur de philosophie. Et quand il se retrouve au Canada, il repart à l'école, il refait une deuxième thèse, il entre dans la recherche et tout, et tout, et tout, avec les moyens qu'on met à sa disposition, les statistiques du gouvernement canadien, des Nations Unies, de l'Amérique, de telle organisation internationale. Il commence à te pondre des travaux, des mémoires qui font peur. Et tu découvres que le Cameroun est assis. Le problème du Cameroun, c'est que notre pays est assis sur du mensonge. Le Cameroun a été bâti sur le mensonge. C'est le gros problème d'abord. Tout est mensonge, tout est faux. On dit centre-sud. Non, ce que les gens ne savent pas, c'est que les populations originaires, si on peut dire comme ça, des Grassfields et du Septentrion, sont majoritaires dans la région de l'Est. Ça depuis plus de 500 ans. Sont majoritaires dans la région de l'Est en termes de population. Mais comme il y a un climat, voilà, bon, voilà, il y a l'accommodation, on dit l'Est, bon, l'Est, on dit, bref, je ne suis pas là pour attaquer les gens.
Par exemple, le découpage administratif qu'avait fait l'administration française, ça c'est zéro. Un jour, il faudra ressortir les vrais chiffres, s'asseoir, faire travailler des statisticiens et reconsulter la population pour refaire un découpage administratif au Cameroun. Celui qui est là ne tient pas la route. Voilà. Donc, quand on dit Grassfield-Land, je dis bien que vous avez des peuples des Grassfield-Land dans le littoral, vous en avez dans le sud-ouest, vous en avez dans l'ouest, vous en avez dans le nord-ouest, vous en avez dans la Damawa, vous en avez dans l'est. Ça fait 6 régions. 6. Et quand on dit 6, là, on prend en compte les gens qui sont installés quelque part depuis plus de 4 siècles. Ça fait 6 régions. Depuis plus de 4 siècles. Ça fait 6. Quand on prend maintenant les populations du septentrion, vous avez l'extrême nord, vous avez le nord, vous avez la Damawa, vous avez l'est, vous avez le nord-ouest, ça fait, vous avez même l'ouest, ça fait aussi 6 régions. Et ça, il faut prendre ça en compte. Il faut prendre ça en compte. Allez regarder les peuples dans une région comme le Ndé, dans un département comme le Ndé. Faites l'étude des peuples qui sont là. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Donc, d'abord, il ne faut pas qu'on nous fasse peur avec la fausse histoire que l'administration coloniale française, les Mesmer, les Delaunay ont trafiqué. Ça, l'autre là, c'est déjà mort. Comme je dis, vous allez au Canada, là, il y a les recherches. Si les Canadiens disent qu'ils étaient fondés à régler le conflit anglophone, là, au Cameroun, là, c'est parce qu'ils sont capables de voir ce qu'il y a dans ils ont beaucoup de recherches déjà disponibles et ils peuvent voir beaucoup de choses, même que les élites camerounaises qui n'ouvrent jamais un livre, passent tout le temps à boire du champagne et à s'envoyer en l'air avec les femmes dans les hôtels et les auberges, ils ne peuvent pas voir. Donc, ça, c'est important de le dire. C'est important de le dire. La deuxième chose, c'est donc j'ai déjà expliqué les Grassfield et les septentrions. Bon. Qu'est-ce qu'on constate? On constate, donc, selon les études, que quand vous prenez donc les peuples des Grassfield dont j'ai parlé, les études qui sont disponibles ici aux États-Unis, parce que quand vous arrivez, par exemple, pour faire la recherche, si vous voulez faire la recherche, vous allez au National Archive à Washington, vous avez dans beaucoup d'endroits, puis pas citer. Les Américains peuvent collecter beaucoup de données. Ils peuvent collecter les données des ambassades, ils peuvent collecter les données du recensement du gouvernement camerounais que lui ne publie pas. Ils peuvent collecter les données des organisations internationales multilatérales et collecter beaucoup d'informations. Et ils croisent ces informations et ils font des analyses comparées. Et quand on ressort ces informations, on voit bien que les populations des Grassfield représentent 60% de la population du Cameroun. Les populations du septentrion représentent donc 58 à 60%. On peut discuter. D'autres partent de 55 à 58, d'autres partent de 58 à 60. Mais non, prenons même la fourchette basse à 55. Les populations du Grand Nord du Cameroun représentent d'autres parts de 30 à 33. Prenons aussi la fourchette basse, ça fait 30. Donc, si vous mettez 30 et 55, ça fait 85% de la population. 85% de la population. Mais le problème, c'est lequel? C'est que on est, et c'est pour ça que M. Elie Lobel, je dis bien qu'il aille jusqu'au bout de sa logique. Qu'il aille jusqu'au bout. Parce que le jour, il ira bien au bout de sa logique. Le débat aura lieu. Mais pour l'instant, les gens le laissent parler et ils empêchent d'autres personnes de parler. Mais un jour, le débat aura lieu. Et je pense que quand le débat aura lieu, lui avec les tonnerres qui le financent, qui sont derrière, parce que, bon, ils ont d'autres arrière-pensées. Hein, il a assez pillé les commerçants bamilika à Douala et il rêve que ce système se perpétue et s'élargisse. Il rêve. Parce que le jour où on va ouvrir le vrai débat, ce ne sera pas comme les gens pensent. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui font 85% de la population du Cameroun. Mais quand on regarde le découpage, par exemple, le découpage politique, de la carte politique du Cameroun, pour élire les députés, pour élire les sénateurs, pour élire les maires et les conseillers municipaux, on s'aperçoit que ces gens sont très sous-représentés en termes d'élus. Je rappelle ce que c'est qu'un élu. Un élu, c'est quelqu'un à qui le peuple souverain donne un mandat par des élections pour qu'il puisse exercer, administrer les affaires de la cité. Ce n'est pas le cas. Et quand bien même dans ce qu'on peut appeler le territoire où vivent leur population, les élus là auraient reçu un mandat et leur mandat, ils ne peuvent jamais l'exercer parce que Paul Biya, et ça c'est la mission que lui ont donnée
les Français, et ils exercent ça très bien. Comme avait dit quelqu'un, vous voyez les Idriss Déby, avant leur mort, ils s'étaient quand même révoltés, ils ont parlé en disant, mais Paul Biya lui parlera jamais, parce que c'est qu'il a été créé, fabriqué pour faire ça, préparé pour faire ça. Quand vous regardez bien, donc, même dans les endroits où on vous donnerait un mandat électif, vous ne pouvez pas l'exercer parce qu'on a mis au-dessus de votre tête l'administration territoriale. Vous voyez des chefs, vous voyez les préfets. Quand quelqu'un est nommé préfet ou gouverneur au sud, il parle respectueusement au chef. Quand il est élu gouverneur ou bien ministre, il met toujours la main dans la poche. On dirait que c'est un code, c'est un mot de passe. Quand il parle au chef bamileke, il met toujours la main dans la poche. Il les regarde avec beaucoup de condescendance et il les appelle chefs de groupement. Deuxièmement, quand il y a des élus là-bas, vous le voyez carrément, ils vous disent, bon, si tu t'amuses, je t'enlève. Non. C'est pour vous montrer que, d'abord, le mandat des élus locaux dans le septentrion, le Grassland, n'a aucune valeur. Le ministère de l'administration territoriale est là pour veiller à ce que cela n'ait aucune valeur. Ça a été fait. Lisez les mémoires de Foucault et de Mesmer. Ça n'a aucune valeur. Deuxièmement, ça n'a aucune valeur. Ensuite, il y a une sous-représentativité. Je n'ai pas besoin de prendre le fameux exemple que tout le monde connaît. Le nombre de députés dans un département comme le Dja-et-Lobo et le nombre de députés dans un département, par exemple, comme le Diamaré. Prenez la population, comparez. Prenez le nombre de députés dans un département comme la Ménois, prenez le nombre de députés dans un département comme le Dja-et-Lobo. Regardez la superficie du territoire, regardez la population, regardez la vitalité et comparez même le nombre de députés. Je n'ai pas besoin de dire ça là. Allez vous-même regarder, vous allez voir ce qu'il y a là-dedans. Il y a la sous-représentativité, il y a l'impossibilité d'exercer le mandat, il y a la faiblesse des budgets dans la répartition. Ça veut dire que quand il faut collecter l'argent, vous êtes les premiers à mettre l'argent sur la table, mais quand il faut maintenant repartir l'argent pour qu'on puisse développer les points, mais si je regardez le budget d'exécution, regardez le budget de la région du Sud. Comparez-le par exemple au budget, je ne sais pas, je n'ai pas eu besoin de mettre ces chiffres-là en public. Je pourrais les ressortir, les lire, vous allez voir. Une région comme le Sud va avoir un budget qui excède très loin les 100 milliards, qui va chercher de 200 milliards. Et une région comme l'Ouest, par exemple, va avoir un budget de 44 milliards. Le Nord-Ouest va se retrouver avec 36 milliards. Ça n'a pas de sens. Vous connaissez-vous combien d'industriels originaires de la région du Sud au Cameroun? Vous connaissez-vous combien d'hommes d'affaires originaires de la région du Sud au Cameroun qui paient 1 milliard d'impôts? Il y a un problème de représentativité. Il y a un problème d'allocation des ressources. On dit ça en économie. Allocation des ressources. Il y a un problème d'aptitude, de possibilité d'exercer la fonction d'élu local. Et ce problème-là, il affecte le septentrion, principalement le septentrion et les Grasslands, qui à eux deux font au moins 85% de la population du Cameroun. Vous ne pouvez pas, dès lors, empêcher les gens d'ouvrir le débat. Vous ne pouvez pas, dès lors, empêcher les gens d'en parler. C'est un problème qui se pose. C'est un problème qui se pose. Donc, il y a et il devrait y avoir la nécessité de construire une alliance entre ces deux grands blocs. Voilà, c'est possible. Ça devrait, la question doit se poser. Parce que les gens ne sont pas venus sur la terre pour être des figurants. Je le dis comme je le pense. Paul Biya n'a jamais été élu au Cameroun. Il n'a pas été élu pour arriver au pouvoir. Une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas été élu. Aïe lui a transmis le pouvoir. Moi, j'étais petit, mais on a vu comment ça s'est passé. Aïe lui a passé le pouvoir sur instruction de la France, de Mitterrand. Et une fois que Paul Biya, quand la démocratie est arrivée dans les années 92, il n'a jamais gagné une élection, au sens où on l'entend. Il n'a jamais gagné une élection, au sens où on l'entend. C'est soit il s'est entendu avec l'opposition pour qu'elle boycotte, pour que lui gagne, soit, voilà, à chaque fois qu'il y a une élection, il a toujours perdu. C'est normal. Il n'y a pas de programme et le bilan n'est pas bon. Et comme il joue régulièrement la carte tribale, ça voilà. Donc, on est en droit de se poser la question. Comment est-ce que deux grandes mosaïques de peuples, je dis bien que le septentrion, ce n'est pas une ethnie, et ce n'est pas une tribu, et ce n'est pas des gens qui ont une seule religion.
Le Grand Silence, pareil, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas une tribu, et ce n'est pas une mosaïque, ce n'est pas des personnes qui ont une religion, c'est une mosaïque de peuples. Vous avez des mosquées à Bafoussam, vous avez des mosquées à Bamenda, vous avez des mosquées, et ces mosquées-là sont conçues depuis plusieurs siècles. Donc, c'est une mosaïque de peuples, avec leur identité à eux. Mais quand on regarde le contexte politique du Cameroun, l'ostracisation dont elle fait face est similaire. Est similaire. Donc, il y a la possibilité pour ces peuples de réfléchir pour dire comment on fait pour passer dans notre pays, par exemple, de l'axe nord-sud qui n'a choqué personne à un axe Grasse-Finlande-Septentrion. Ou comme dirait que c'était un axe nord-ouest. C'est possible. D'abord, les clés pour un tel axe. Il y a d'abord l'histoire. Parce qu'on se rend compte que l'histoire, les populations du Septentrion, les populations de Grasse-Finlande se sont fait la guerre. Mais après, quand elles se sont fait la guerre, elles ont stoppé la guerre, elles se sont unies. Face à l'arrivée de la colonisation, elles ont mis fin à la guerre, elles se sont unies pour mieux se défendre, sous peine de disparaître. Donc, il y a eu des guerres, c'est une longue histoire. Pour ceux qui peuvent comprendre ça, ils lisent Warnier, qui est un anthropologue et sociologue français, ils vont bien comprendre ça. Ça, c'est la première chose. Il y a la guerre. La deuxième chose, c'est l'histoire. La deuxième chose, c'est dans l'histoire, il y a le fait que, vous savez vous-même qu'il y a un contentieux historique que personne ne peut éluder au Cameroun. Parce que les faits sont là. Non, on n'invente rien. Lorsque l'administration coloniale française a voulu vraiment réprimer les populations Bassa, par exemple, elle a utilisé André Marie Mbida. Je vous laisse écouter les archives d'Afrique d'Alain Foucault. Vous allez écouter le discours de André Marie Mbida quand il s'était rendu devant les peuples Bassa en disant, voilà, si vous ne sortez pas de la brousse, vous allez voir ce que vous allez voir. En fait, il savait très bien qu'on allait utiliser le napalm et que ça allait faire des dégâts considérables. La population Bassa ont fait ce que nous savons tous. Ils ont livré Oumniobé qui était comme un espoir pour eux. Et beaucoup ont retourné leur veste, se sont alignés derrière Maïma Type. Et ça a donné ce que ça a donné. Ça, c'est les faits. C'est l'histoire du Cameroun que personne ne peut nier. Et André Marie Mbida, qui avait hésité jusque-là à aller à l'ouest du Cameroun, parce qu'il faut le dire, les populations étonnent si on fait des recherches anthropologiques, si on fait des recherches, et ça existe ici aux États-Unis, basées sur l'ADN, l'ADN prélevé dans les cimetières depuis des années, vous allez retrouver qu'il y a une proximité génétique entre les populations Etone, Ewondo et Bamileke. Mais tout cela a été saboté par l'administration coloniale. C'est une très longue histoire. Ça n'a pas commencé avec les Français, ça a commencé avec les Allemands. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les chefs ont été malmenés. Les Charles à Tangana ont subi beaucoup de violences. Et à un moment, ils ont dû se baisser. Bon, voilà, accepter, etc., etc., etc. Parce que souvent, on essaie de présenter l'administration coloniale allemande comme des gens qui étaient gentils. Je peux vous garantir que ce n'était pas le cas. Ce n'était certainement pas le cas. Donc, quand on regarde encore là, on se rappelle du fameux discours de Aïdjo. Les bandes existent. Regardez l'étude d'Alain Focasson sur RFI là. Vous pouvez écouter ça. Le discours d'Aïdjo dans la région de l'Ouest, à l'époque, était très violent. Très violent. Vraiment, si vous écoutez ça, je pense que c'est là où je mesure que quand on est un dirigeant politique, il faut faire attention à ce que l'on dit. Parce que ça reste dans l'histoire. Si vous écoutez vraiment ce que Aïdjo disait à l'époque, quand il se rendait à l'Ouest, et qu'il disait au peuple Bamileke, vous avez un peu les boules vis-à-vis de Aïdjo. Hein. Ah oui, vous avez un peu les boules vis-à-vis de Aïdjo. C'était très violent.
Il n'avait pas à dire des choses comme ça à ses frères. Donc, les sorties de El Hadjamadou Aïdjo à l'ouest, etc., ça a été très violent. Je ne veux pas dire plus que ça. Le pauvre, il est décédé, paix à son âme. Donc, Aïdjo a été, ce n'est pas un secret non plus, celui par qui l'administration coloniale française est passée pour mater les populations du Grand Ouest du Cameroun. Je rappelle que cette violence a eu lieu dans une partie du Nord-Ouest, dans une partie du Sud-Ouest, dans l'Ouest, dans l'Est, on en parle peu, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la région du Centre, dans les peuples du Mbam, dans les populations banènes du Mbam, il y a eu de la violence. Je ne veux pas trop, parce que ça, il y a eu la violence. Il y a eu de l'élimination des gens dans le Mungo. Parce qu'aujourd'hui, quand on s'assoit, les élites du Mungo, parce qu'ils veulent avoir accès à la mangeoire, et de ouais, les Bamileke ont tué les gens. C'est pour ça que je suis de ceux qui ont beaucoup œuvré pendant leur vie. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté en termes de temps où on aurait pu utiliser pour aller chercher l'argent comme d'autres. Mais ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Mais on voit très bien aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe dans nos pays, on voit très bien que les élites Bamileke ont, disons, il faut que je pèse quand même les mots aussi, que l'ouverture des archives va permettre d'établir beaucoup de choses. On s'est battu et les archives françaises, c'est les principales archives qui sont intéressantes. Bientôt, ça va suivre les archives anglaises, les Nations Unies, même l'Amérique, etc. Le Ghana, le Nigeria, etc. Vous allez découvrir que vraiment les gens ont fait beaucoup de mal à leurs frères. Beaucoup de mal à leurs frères. Par exemple, André-Marie Mbida n'a jamais été enterré. Hein. La dépouille d'André-Marie Mbida est encore là, dans un cercueil posé dans une maison. Il y a encore beaucoup de choses dans notre pays. Et j'espère que le président qui arrive va vraiment prendre le temps pour réconcilier les Camerounais. Pas un dialogue là, comme j'ai vu au Gabon. Non, 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 non. Va vraiment prendre le temps pour poser des actes, aller dans les endroits, etc. Inhumer tel, etc. Demander pardon aux parents, faire même des sacrifices, etc. etc. Demander pardon, demander des pierres, parce qu'il y a beaucoup de choses de mal. Quand vous lisez l'histoire du Cameroun, vous lisez ça, oh, vous lisez un peu là, 20 pages, oh, vous perdez l'appétit, vous déposez d'abord le livre, vous revenez encore 3 mois après, parce que si vous lisez jusqu'à la fin, vous allez avoir mal. Beaucoup de gens ont fait mal à beaucoup de gens. Ça n'a été que de faire du mal à son frère, faire du mal à son frère, faire du mal à son frère. C'est-à-dire que la génération de nos parents, là, il y a des gens là-dedans qui ont les fauchivés, les machins. Ils ont fait c'est-à-dire que je ne sais pas où ces êtres ont été fabriqués, mais ils ont passé toute leur vie à faire du mal aux gens, faire du mal aux gens. Lacérer les pieds des gens avec la machette. Vous lisez, ça fait mal. Donc, Aïdjo, quand il a été président, il est la figure politique que l'administration coloniale française a utilisée avec tout ce qui a été sale, qui a été commis dans les Grasslands, l'utilisation du napalm. La raison pour laquelle nous ne connaissons pas notre histoire, c'est parce que nous n'avons pas les musées. Mais rendez-vous un jour au Vietnam, allez visiter le musée du napalm au Vietnam. Vous allez voir ce que le napalm a fait sur les populations au Vietnam. C'est la même chose que ça a fait dans l'ouest du Cameroun. Le napalm ne peut pas faire ce que ça a fait au Vietnam sans le faire dans l'ouest du Cameroun. Il y a une échappe de plomb, et c'est pour ça que nous avons dit à Macron, à l'époque, il n'était pas encore président, il était candidat ici. On lui a dit à New York, ouvre les archives. Le seul moyen, c'est d'ouvrir les archives. Parce que quand ça va sortir, beaucoup de gens, par exemple, du Grand Ouest du Cameroun, vont comprendre pourquoi les gens, c'est-à-dire que des enfants qui n'étaient pas nés il y a 50 ans, parlent de la haine tribale vis-à-vis. Non, c'est parce que leurs parents savent ce qu'ils ont fait aux autres. Et leurs parents disent, attention, vous savez, nous, on a fait du mal à ces gens-là. Donc, attention, ça ne peut pas être aux amis. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on ouvre les archives pour qu'on sache qui a fait quoi à qui de mal. Combien de têtes Semengue, qui se dit général, a coupé dans des pauvres innocents dans l'ouest du Cameroun. Combien de têtes? Et les têtes qui coupaient, ce n'étaient pas des combattants, contrairement à ce qu'ils prétendent. Faux. C'est dans les archives. Les têtes, c'était les gens qui avaient fui le bombardement au napalm.
Et quand ils arrivaient dans les villages, ils fuyaient les brousses parce qu'ils voulaient vider les brousses. Quand ils arrivaient dans les villages, avec le corps tout brûlé, donc parce que quand le napalm, ça te brûle la peau au troisième degré, tu ne peux même pas bouger comme ça parce que la peau quitte tout seul. Donc tu es obligé de marcher comme ça. Quand vous avez visité le musée du napalm au Vietnam, vous voyez ça. Donc ils étaient obligés de couper les têtes et enterrer les corps dans les charniers. Les têtes permettaient de faire le compte pour savoir combien de personnes on avait aiguillé. Ah, voilà. Il y a eu du sale. Et la personne qui était présente, c'était Aïdjo. L'incendie des chefferies, l'incendie des villages, les gens qu'on a jetés dans les chutes de la Mèche et d'autres chutes, les gens qu'on a jetés par noyade dans les lacs Balin, etc., etc. Il y a beaucoup de choses très sales qu'on a fait au Cameroun. Non, c'est un fait. Et tant qu'on ne règle pas ça, comme les Mandela ont eu le courage de régler en Afrique du Sud, par une commission justice, vérité, réconciliation, tant qu'on ne règle pas ça, ça ne peut pas finir. Deuxièmement, quand on voyait les élites du Nord aujourd'hui, là aussi, on ne peut pas établir les faits tant qu'on n'a pas ouvert les archives. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, ah, vous savez, le 6 avril, nous, on avait déjà pris le pouvoir. Mais ceux qui nous ont empêchés de prendre le pouvoir, c'est les Bamileke, les officiers Bamileke. Les Samambo ont pris le contrôle de la maison de la radio, ils ont pris le contrôle des points stratégiques. Ils auraient pu prendre le pouvoir pour qu'on s'entende, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont remis le pouvoir aux Betty Boulou, et les Betty Boulou nous ont réglé le compte à leur place, donc avec les fusillades de Balmayo, etc., etc., etc. Moi, je l'ai déjà entendu, des personnes qui étaient des hauts gradés de l'armée au moment des faits. Je ne sais pas comment ils ont échappé pour rester vivants, mais je les ai entendus. Donc, il y a un contentieux. Ils disent, voilà, ça aurait été les Bamileke, nous, on aurait repris le pouvoir. Et les Bamileke auraient pu prendre le pouvoir et on s'arrangeait. Mais ils ont voulu nous régler les comptes. Ils ont laissé les petits boulots qui nous ont réglé les comptes en nous tuant massivement. Et